Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir monsieur Ferdinand Cambéré, personnalité politique bien connue puisque ministre honoraire, actuellement cadre du PPRD où il assume les fonctions de secrétaire permanent adjoint, donc l'un des 4 secrétaires permanents adjoints. Merci beaucoup, l'un des 6 secrétaires permanents adjoints. Avec nous ce soir, il va pouvoir répondre à un certain nombre de questions liées à l'actualité politique telle qu'elle évolue actuellement dans notre pays. Vous savez, le débat politique en RDC tourne autour des élections principalement et surtout autour de la candidature du chef de l'État pour un 3e mandat. Pour y arriver ce soir donc, avec les confrères Floride Zantoto de Télé 50, Anita Bitota de Digital Congo Télévision et nous avons également Jean-Claude Kouzikessa de Canal Congo Télévision. Merci M. Ferdinand d'avoir accepté notre invitation. Alors, la toute première question que j'aimerais vous poser pour lancer le débat avec les confrères sur le plateau ce soir, pourquoi donc aujourd'hui la République démocratique du Congo est-elle au centre de la tension de toute la communauté internationale en cette veille des élections? Merci beaucoup, monsieur le directeur Oscar et tous les autres qui avaient accepté de me recevoir ce jour. À ce qui concerne la question, vous avez compris que la RDC n'est pas n'importe quel pays. La question de la République démocratique du Congo pose un problème ou une question, ça devient une question presque de tout le monde. C'est tout le monde qui s'intéresse à la République démocratique du Congo. Nous sommes au veille des élections, nous sommes en train de préparer, il y a un processus électoral qui a été obtenu, vous le savez, au bout d'un accord signé le 31 décembre 2016. Un calendrier a été publié. Nous nous rapprochons de plus en plus des élections parce que les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, c'est prévu au 23. Le dépôt des candidatures pour les candidats députés provinciaux, c'est déjà le 24 juin. Donc, ça a moins de 30 jours. Vous comprenez cette sorte de tension qu'il y a, parce que chaque parti politique, au moins ceux-là qui croient aux élections, doit pouvoir se préparer à organiser les listes des candidats. Un mois après, ça sera les listes des candidats députés nationaux et un mois de plus après, ça sera le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Oui, est-ce que ce n'est pas parce que plutôt les règles du jeu ne sont pas respectées et que le monde a les yeux focalisés sur nous aujourd'hui? Est-ce que les règles du jeu sont respectées? Quand je parle des règles du jeu, je vois la Constitution et je vois également l'accord de la Saint-Sylvestre. Les règles du jeu sont respectées. Les règles du jeu sont respectées parce que ce sont des règles internes. Vous avez parlé de la Constitution. Il y a la loi électorale. Là, on venait de publier aussi la loi de répartition des sièges. Donc, les règles qui ont été conçues dans la Constitution et dans les lois de la République sont respectées. Et s'il y avait l'accord sur l'incompréhension de la fin de mandat à 2016 au niveau de la classe politique, il y a eu au moins cet accord qui continuait à renvoyer toutes les parties prenantes à l'accord. Vous le savez bien que le chapitre 2 de cet accord concerne uniquement le respect de la Constitution. Et là-dedans, il y a plusieurs points dans ce chapitre 2, notamment le premier point qui ne parle que de l'engagement des partis pour respecter la Constitution. Donc les règles du jeu sont respectées. Voilà, Floride. Voilà, monsieur le secrétaire permanent, adjoint, je vais vous poser une question directe. Oui ou non,
il y aura un troisième mandat pour le président de la République? Oui ou non? Bon, non, parce que ce n'est consigné nulle part et que la Constitution elle-même, comme vous le savez, ne prévoit pas de troisième mandat, parce que l'article 70 de la Constitution dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Si je vous comprends bien, ça veut dire que Mirindi, l'analyse ou les idées de Mirindi, le point de vue de Mirindi aujourd'hui, cette analyse-là est fausse. Mais comment elle sera fausse? Mirindi est venu apparaître avec une thèse qui est bien claire sur le plan scientifique. Là, je quitte, vous me faites quitter le plan politique pour entrer sur les champs scientifiques, parce qu'il n'y a pas eu que Mirindi, il y en a d'autres qui l'ont contredit, comme Masegabio. Vous le savez, nous tous, comme vous, on les a lus tous deux, et Mirindi développe bien un principe connu en droit, qui est celui de l'imitabilité constitutionnelle, qui veut casser que lorsqu'une constitution a prévu elle-même ou à son sein des articles qui sont immuables, qu'on ne peut pas réviser ou qu'on ne peut pas changer ou qu'on ne peut pas réformer, lorsque vous y touchez, à ce moment-là, ces articles, lorsqu'ils sont touchés, à ce moment-là, on est en face d'une nouvelle constitution. Et Mirindi développe justement sa thèse en disant que la modification intervenue à 2011 par la loi 002/11 du 20 février 2011, qui a modifié certains articles dans la Constitution, a touché justement l'article 71 qu'il ne fallait pas toucher. Parce que cet article 71 qui scelle ou qui verrouille les suffrages universels pour l'élection présidentielle a été modifié. On l'a fait passer les suffrages universels directs à la majorité absolue, du suffrage universel à la majorité simple. Cela a entraîné une conséquence que un président qui, sous le premier régime constitutionnel, ne pouvait pas être élu à moins de 51%, mais avec le nouveau régime constitutionnel, cette fois-ci, ça a été possible parce que, vous le savez, en 2011, le chef de l'État a été élu avec moins de 51%. Et que donc, selon l'argumentaire développé par Mirindi, justement, nous sommes en face d'un nouveau régime constitutionnel qui est intervenu du fait de toucher sur un principe qu'on ne pouvait pas toucher, un principe irréformable, un principe intangible, comme les soutiennent aussi beaucoup d'autres professeurs, comme le professeur Bochab, le professeur Liaou et les Djello, ainsi de suite, parce que c'est Masegabio qui venait justement pour contredire Mirindi, qui a lui aussi, en acceptant le principe et en disant que lorsqu'on touche à un article intangible, on se retrouve en face d'une nouvelle constitution. Oui, et par conséquent, je peux terminer cette idée, et par conséquent, lorsqu'on est en face d'une nouvelle constitution, le comptage est remis à zéro. Et que donc Mirindi, dans ces cas-là, sous le plan scientifique, il développe l'idée que les mandats de Kabila doivent être comptés, s'il faut les computer, à partir de 2011, donc du nouveau régime intervenu à 2011. Alors sur le plan scientifique, vous le soutenez ou non? Je le soutiens. Vous voyez bien que c'est la science. La science, elle est là pour le développement du pays, elle est là pour apaiser, parce qu'il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion en science. On doit pouvoir parler des principes, et les principes doivent pouvoir s'émettre selon la science. Monsieur le secrétaire permanent adjoint, il y a la SENCO qui s'est prononcée récemment sur la situation qui prévaut au pays. Elle a aussi évoqué le cas du probable troisième mandat du chef de l'État. La SENCO qui déconseille au chef de l'État de briguer un troisième mandat parce que ça pourrait embraser le pays. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, ce qui étonne parfois dans les prises de position de la SENCO,
qui a mené ces dialogues ici, c'est parfois des prises de position que vous voyez trop sentimentales. Hein, trop sentimentales et tendant à induire beaucoup en erreur l'opinion, tant nationale qu'internationale. Vous le savez bien que c'est encore la CENCO qui avait amené cet accord au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il y ait une résolution pour que cet accord soit endossé par une résolution des Nations Unies. Mais tout ça, l'intention, c'est quoi? L'intention, c'est vouloir justement induire le peuple congolais en erreur. En erreur, pourquoi? Parce que l'accord, quand vous le lisez du début à la fin, j'invite la CENCO à lire le 2e chapitre, qui a des sous-points. Le premier sous-point, vous lisez bien que les partis s'engagent à respecter la Constitution. Quand vous lisez le 2e sous-point, l'accord reprend le discours du chef de l'État en disant, en rapport avec ceux-là qui s'inquiètent du sort politique du chef de l'État, le sort sera déterminé par la Constitution. Ça, ce n'est même pas un engagement. Ils n'ont fait que reprendre un morceau du discours du chef de l'État devant la nation, devant le Congrès, et que de là, ils disent ainsi, il ne se présentera pas. Ainsi, dans d'autres points, vous voyez bien que l'accord dit les partis s'engagent. Mais sur ce point particulier, quand vous le lisez, vous voyez que c'est on tire une logique qui venait de leur tête. Mais vous avez quand même signé cet accord, la majorité. L'accord est bien signé parce qu'il dit quoi? quoi? Vous avez accepté. Parce que maintenant vous parlez du 3e mandat. Si je vous demande, est-ce que vous pouvez trouver là où il est indiqué 3e mandat dans cet accord? Nulle part. L'accord nous demande à nous tous de respecter la Constitution, de respecter les lois de la République. Et ici déjà, avec mon frère, il revient sur une recherche qui démontre bien que lorsque vous lisez la Constitution, vous prenez tous les doctrinaires du monde, parce que cette Constitution, le droit constitutionnel n'est pas congolais, il est une science universelle. Vous trouvez que dans l'analyse, comme ça se passe partout ailleurs, le chef de l'État a encore ce droit. Mais est-ce qu'à les 10 ans, lui a dit que le chef de l'État a postulé? Non, il n'a pas dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les intentions du chef de l'État, s'il va postuler, oui ou non? Non. François Hollande, il avait encore un droit pour postuler. Il a attendu les derniers jours et il n'a pas postulé. Donc, il ne faut pas que les gens commencent à tirer, c'est pas moi, instrumentaliser leur propre interprétation qui est dans la tête de la Constitution. Mais est-ce qu'il n'y a pas des signaux quand même qui envoient le message? On vient de parler du Mirindi, bien que sur le plan scientifique, mais c'est une thèse que vous pouvez peut-être en fait adopter au niveau du PPRD. On a parlé de drapeau du PPRD, disséminé un peu par-ci par-là sur la place publique, mais tout ça, est-ce que ce ne sont pas des envois qui sont en fait faits par la majorité, par les pouvoirs, pour déjà mettre dans la tête de la population que, attention, Kabila est en train de revenir? Mais est-ce que c'est un diable si ça respecte la Constitution? Parce que tout le monde est en train de le dire, pourvu que ça respecte la Constitution. C'est ce qu'on dit. Oui, mais d'accord, mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une campagne anticipée, tout ça? Mais la campagne anticipée de quoi? Parce que maintenant, nous, PPRD, nous sommes dans la campagne d'éducation civique et électorale, qui signifie simplement qu'il faut préparer la population à aller aux élections bientôt. Cette campagne d'éducation civique, elle est différente de la campagne électorale proprement dite, où c'est chaque candidat qui se présente avec son programme, sa vision du pays, et ainsi de suite. Ça, c'est la campagne électorale. Mais maintenant, nous sommes dans la campagne d'éducation civique, qui est censée être permanente. On associe électoral parce que nous parlons d'un processus, vous le savez, obtenu au bout d'un accord politique.
Et que donc, on doit pouvoir préparer la population à aller aux élections, à s'approprier ce processus ici. Mais pensez autrement, qu'il faut que les gens se taisent. Vous avez parlé des calicots, d'autres disent à Delvaux, c'est pas moi quoi. Mais ça fait quoi un Congolais lambda? Un Congolais lambda, il se réveille, il se tape la poitrine, il écrit même sur sa poitrine, Ponangai, mon candidat c'est Kabila. Est-ce qu'il a consulté Kabila? Est-ce qu'il a consulté le PPRD? Ça fait quoi aux gens que quelqu'un lui dit j'aime Kabila et que quelqu'un d'autre dit je suis contre? Parce qu'il y en a aussi ceux qui sont contre. Mais pourquoi on ne parle pas de ceux-là? On ne voit que ceux qui sont pour, mais quelques bêtes. Mais le jour J, lorsqu'on va déposer les candidatures, c'est le jour où on saura il a déposé ou pas. Et les institutions habilitées à juger de la candidature diront peut-être oui, c'est conforme à la Constitution, oui, c'est pas conforme. Mais pour le moment, ce ne sont que des suppositions, ce ne sont que des recherches. Même en France, les études sur les mandats présidentiels et ainsi de suite ne s'arrêtent pas. On continue à en discuter, à débattre dans les forums scientifiques, politiques et autres. On débat toujours des mandats politiques. Monsieur Kambéré, je vais rebondir sur la première question du monsieur Oscar. Justement, cette mobilisation, cet engouement de la communauté internationale autour de la question des élections en RDC, cela ne démontre-t-il pas que la RDC c'est un pays des inconscients, un pays des irresponsables? Parce que c'est nous-mêmes qui, je vais être un peu vulgaire, qui foutons les troubles dans notre propre pays. Aujourd'hui, la majorité s'arrache les cheveux à cause de la déclaration faite par Macron, qui dit qu'ils vont travailler sur l'axe Angola et Rwanda pour stabiliser la RDC. N'est-ce pas que ça démontre à suffisance que la RDC c'est un pays des irresponsables, des inconscients, comme disait le sénateur Modeste Mutinga, et même certains sont plus critiques, disent un pays de fous. N'est-ce pas que ça justifie cela? Mais Jean-Claude, vous avez totalement raison. Lorsque ceux-ci signent un accord pour soutenir un processus électoral, mais qu'après avoir signé, il va se promener, il va chez Macron, il va chez Kagame au Rwanda, et s'incliner devant, c'est pas moi qu'elle tombe, alors que les morts, on les compte chaque jour aussi, on continue à en tuer à Beni, à Lubero, au Kassai, et ainsi de suite. Mais ils sont fous pour aller chercher Kagame, justement, pour que ce soit lui qui soit le juge de ce processus. Vous trouvez ça sérieux? Mais toute l'opinion est maintenant aux aguets pour dire, mais c'est de quelle opposition qu'on a? Parce que ce n'est pas toute l'opposition aussi. Tous ces gens qui sont en train de se promener en Amérique et partout. Mais les Big Bang qui se créent actuellement dans notre classe politique, ce n'est pas le fait de l'opposition. Mais si! Mais comment vous trouvez normal? Vous ne vous attendez pas sur un point, vous vous mettez sous la table, vous signez. Quand il y a maintenant des accords, acceptons qu'il y a eu des accords dans la mise en œuvre de l'accord. Vous allez, tantôt c'est aux États-Unis, tantôt c'est au Rwanda, comme je le disais, et que ce soit le président Kagame, vous pensez que le peuple congolais va accepter ça, que ce soit le président Kagame qui vient de donner des leçons de démocratie ici? On est vraiment irresponsable. Mais vous savez d'où vient le régime actuel? Le régime actuel, c'est l'enfant, si vous voulez, le produit du régime rwandais, avec la FNEL. Nous avons suivi ça aussi, voilà. Et Wanga, dans les médias, pour dire que ce régime qui à Kinshasa a été fabriqué par Kigali. Et soutenu par Luanda. Par Kigali, et que donc nous pouvons rentrer là-bas. Mais ça, c'est se moquer du peuple congolais. Ce peuple a élu 2 fois les chefs de l'État. Ce peuple a une constitution. C'est Kagame qui a une meilleure constitution que nous. Emmanuel Macron, vous savez les débats dans l'opinion française aujourd'hui sur leur propre constitution, malheureusement qu'on a mimé aussi, c'est ça que nous avons comme constitution. Les débats aussi sur les mandats présidentiels en France. Non. Non, vous avez totalement raison, tous ces gens qui cherchent des solutions. Ailleurs qu'au Congo, ils sont irresponsables. Parce que les solutions, on doit les chercher avec les peuples congolais. Oui, mais vous, au PPRD, quand vous regardez, vous êtes l'un des maillons importants
dans le centre névralgique du PPRD. Est-ce que quand vous regardez, vous êtes sérieux entre vous, vous pensez et vous croyez aux élections au mois de décembre de cette année? Vous y croyez vraiment? En tout cas, comme acteur politique, et sérieux avec nous-mêmes, croyant à la Constitution qui est la nôtre et que les solutions seront trouvées avec le peuple congolais, nous croyons aux élections. Alors pourquoi tous ces subterfuges? L'engouement qu'il y a, de partout, on voit le secrétaire permanent Emmanuel Chadari se déployer à l'intérieur des provinces, dans les territoires. On voit l'engouement. Même rien que pour les postes dans les structures du parti, on voit les gens se battre pour occuper un poste dans les structures du parti. Ce peuple veut se libérer, ce peuple croit à la démocratie. Nous ne pouvons pas le priver. Le peuple veut se libérer de quoi? De ce joug. Voyez-vous, la pression qui est tout autour, alors que les élections, c'est une question de souveraineté, mais voyez la pression qu'il y a. Vous pensez que lorsque Emmanuel Macron parle de la stabilité du Congo, il veut vraiment parler de la stabilité du Congo? La stabilité du Congo, c'est ce qu'ils ont fait à Libye. La Libye est stable. Ils ont tué Kadhafi en disant qu'ils vont stabiliser la Libye. Ils vont démocratiser. La Libye est vraiment stable. L'Irak, ils ont tué Hussein en disant qu'ils vont stabiliser. C'est vraiment stable. Ils ont partagé les Sud-Soudan, que c'est un grand pays. Lorsqu'on a fait deux, il n'y aura plus de calme. Il y a du calme là-bas. Je peux en citer comme ça des exemples. Non, les Congolais ici ne croient pas à ce qui est en train de se passer comme cabale. Ils le dénoncent. C'est un complot. Mais alors, monsieur Ferdinand, mais qu'est-ce qui énerve au fait la majorité présidentielle aujourd'hui, après les déclarations de Macron et même du président angolais, que nous avons tous suivi hier soir, et qui dit que le président Kabila ne peut plus se représenter et qu'il faut aller aux élections d'ici décembre. L'Angola, c'est quand même un pays qui a bien évolué avec la RDC. Et aujourd'hui, c'est l'Angola qui est à la présence de la SADC. On a parlé de Kagame, il est président en exercice de l'Union africaine. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est au nom de toutes ces institutions régionales qui sont en train de s'exprimer? Mais lui a tiré ça de quoi? De quel acte signé par le président Kabila pour dire tel ne peut plus se représenter? Je vous dis que même dans l'accord, ce n'est pas dit. Dans l'accord de Saint-Sylvestre. Moi, j'ai aimé simplement lorsqu'il dit l'accord doit être respecté. Mais l'interprète de cet accord, c'est toujours le peuple congolais. C'est-à-dire les institutions de la République. Il y a d'abord les CENSA, parce que c'est de la volonté des partis à cet accord qu'ils ont créé les CENSA. Deux, ça sera les cours et tribunaux. En définitive, parce que le processus électoral voudrait quoi? Qu'au bout du rouleau, les candidats soient validés par la CENI et puis par la Cour, par les cours et tribunaux, parce que ça dépend de l'échelon. Ce n'est pas en Angola, ce n'est pas à Paris où on validera des candidatures. Non, ce n'est pas les institutions de la République démocratique du Congo. C'est ça, respecter l'accord. Monsieur Kambere, la France, l'Angola et le Rwanda parlent de la RDC sans la RDC. Est-ce qu'on peut dire qu'on tend vers l'isolement de la RDC? Mais l'isolement de la RDC, parce que pour organiser les élections, on a eu besoin du Rwanda, on a eu besoin de l'Angola. Lorsqu'on a besoin de l'Angola, comme à 2011, et qu'ils nous prêtent les hélicos et autres, on parle d'accord bilatéral entre pays amis, pays frères. Mais si maintenant, en dehors de la RDC, les candidatures seront validées par Paris, par États-Unis, par Washington, par Rwanda, ça n'ira pas. Ils vont exécuter ça comment? Tout ce qu'ils veulent, c'est encourager les chefs de l'État à respecter la Constitution. Et comme je vous l'ai dit, l'accord est l'accord qui lui-même
doit être conforme, a été signé conformément à la Constitution. Alors si à la limite... Sinon, nous ne nous respectons plus nous-mêmes en tant que peuple congolais. Et à ce moment-là, qui d'autre va nous respecter si nous ne savons pas nous respecter nous-mêmes? Nos propres institutions, nous ne les reconnaissons pas. Les cours et tribunaux, nous ne les reconnaissons pas. Maintenant, nous allons organiser quelles élections? Et c'est à cela que vous voyez bien qu'il y a ce que mon ami Jean-Claude a appelé des politiciens irresponsables qui ne croient pas aux élections et qui veulent à tout prix que ces élections n'aient pas lieu. C'est tout simplement ça. Monsieur le secrétaire, à Béni, on voit que des petits groupes armés, la République démocratique du Congo, son armée, n'arrive pas à maîtriser pratiquement toutes ses forces. Lorsque Paris a décidé d'en finir avec le régime du guide libyen, c'était arrivé. Lorsque Washington a décidé également d'en finir avec le régime irakien, à l'époque de Saddam Hussein, c'est arrivé. Alors cette fois-ci, lorsqu'ils ont encore décidé d'en finir avec le président Kabila, est-ce que vous pensez que vous serez en mesure d'y faire face? Alors que, en interne, on n'arrive pas à maîtriser les petits groupes armés. Propos d'Herman Cohen. Ah, vous voyez bien que ces groupes armés, vous avez dit, des petits groupes armés, la résurgence, c'est presque 2015, 2014, alors qu'on craignait beaucoup, on peinait à identifier ceux qui massacrent les populations à Béni, parce qu'aujourd'hui, on continue à appeler cette nébuleuse rébellion, parce que vous ne connaissez ni les chefs, vous ne connaissez ni les objectifs. Ils sont là à faucher les vies humaines, ils viennent, ils arrivent dans des villages, ils égorgent femmes, enfants et hommes. Et ces gens, EDF Nalu, ils n'ont jamais fait de déclaration depuis tous ces temps. Nous ne savons pas. On nous dit que c'est une rébellion ougandaise, mais c'est une rébellion qui s'attaque à la population congolaise, qui tue comme il veut. Certes, les collabos congolais, ils sont là. Hein, on les identifie avec eux. Mais quel objectif? En 2015, les groupes armés naissent. Oh, Mai Mai Mazembe, tout ça, ainsi de suite. Il n'y a pas que EDF, il y a aussi FDLR du côté de Lubero, là, et du côté de Rutshuru, du côté Massis. Tout ça, toutes ces rébellions rwandaises aussi, de ces côtés-là, ils sont là. Au lieu d'aller vers attaquer le Rwanda est stable, l'Ouganda est stable. L'instabilité à l'est, avec des rébellions étrangères, chez nous, il y a quand même des collabos. Et en 2015, on est surpris. Les revendications changent. On commence à voir des groupes armés qui disent Kabila a fait mandat, il faut que Kabila parte. Et même chanson que cette opposition qui se promène en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que nous allons dire? C'est celui-là qui, maintenant, aujourd'hui, viendra stabiliser, alors qu'il est dans ça. Nous avions toujours soutenu que les jours où celui qui a cru qu'a massacré la population à Béni, à Butembo, et même au Kasaï, on a tenté, ainsi de suite. Celui-là qui viendra un jour pour dire, peuple congolais, on est fatigué de Kinshasa, vous êtes à l'est ici, nous voulons couper, accepter, c'est celui-là qui est l'auteur de tous ces massacres-là. Et aujourd'hui, ça devient maintenant Emmanuel Macron qui dit, je viens stabiliser. On va chercher l'origine de tout ça. Mais répondez à ma question. Ma question, c'est que la guerre, là, ça sera la guerre contre tout un peuple. Parce que le peuple, là, il va s'unir. Vous avez suivi dernièrement des velléités du genre... Quel peuple? Pardon? Vous voyez quel peuple? La guerre, là, ça sera contre tous les peuples congolais. Ce Congo est uni. Le peuple congolais est déjà divisé? Non, justement, il est uni. Le peuple congolais. Il y en a qui veulent que le président parte. Partir. Et qui sont prêts à soutenir la coalition. C'est la Constitution qui doit prévoir cela. Ce n'est pas leur volonté. Ce n'est pas la volonté des Zamoto, ce n'est pas la volonté des Kambere, c'est la Constitution qui doit le dire. Et c'est cela. Et si ces peuples-là, en tout cas, si c'est une frange de population, ils tombent sous le coup de l'article 64, parce qu'il est interdit à une frange des populations de vouloir renverser un régime constitutionnel. Monsieur le secrétaire, est-ce que vous tirez les leçons du régime passé, de Mobutu, de ce qui s'est passé dans ce pays? Est-ce que vous en tirez aussi des leçons positives? Du genre changer votre façon de faire,
faites que la démocratie puisse aller comme sur les roulettes. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, mon frère. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Ce que nous disons et qu'on répète est que aujourd'hui on a une constitution. La constitution s'interprète à l'interne. Ce n'est pas par un président si puissant qu'il soit qui doit aujourd'hui ravir cette démocratie au peuple congolais. C'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on promet. On fait comme promotion de la démocratie en acceptant qu'il y ait là le multipartisme. Le président Kabila n'a jamais été contre ça. Donc on est allé au-delà de ça. Vous savez que depuis 60, oui, depuis qu'on a l'indépendance, c'est depuis 60, mais que la stabilité véritable n'a jamais eu lieu. Parce que 4 ans après, c'était des guerres un peu partout. Nous avions commencé avec la loi fondamentale et après c'est les élections qui ont chuté sur des troubles sur toute l'étendue de la République. À 64, on a tenté une constitution, la constitution de Luluabourg, élaborée par les présidents, c'était Iléo, les Liaou étaient dedans, les Tshisekedi étaient dedans, mais cette constitution mise en application, ça n'a jamais réussi. On a dû reprendre. Mobutu, il vient avec son coup d'État, c'est encore le prof Liaou qui doit rédiger cette constitution, mais qui a été modifiée jusqu'à tailler la fameuse démocratie que les Liaou croyaient pouvoir remodeler jusqu'à la veste de Mobutu. Vous voulez comparer Kabila avec Mobutu? Non. Ici, on est dans une démocratie intégrale. On vient d'avoir la loi électorale qui a inclus l'essai pour essayer d'assainir ce milieu-là. Vous verrez bien que la qualité même des interventions, la qualité des campagnes électorales va s'améliorer. Alors, à défaut des élections, de plus en plus, l'idée d'une transition sans Kabila fait du chemin. Tout ça fait rire, tout simplement. Ça signifie quoi, transition sans Kabila, élection sans Kabila? Je dis bien, les processus, les élections, il y a une institution, l'organe habilité pour ça. Chaque parti politique va s'organiser à l'interne. Et on en jugera des candidats lorsque, finalement, après dépôt des candidatures. Et ça n'est pas dans le pouvoir des pays voisins, même alliés dans le mal. Il n'appartient pas à ceux-là d'en juger. Mais si, parce que tous, vous les reprenez, que ce soit Emmanuel, que ce soit Zoao, tous ils disent il faut que ce soit le respect de l'accord. Et je venais de vous dire ici, le respect de l'accord. Vous prenez cet accord, vous prenez le chapitre D. Chapitre D signifie respect de la Constitution. Et donc, si eux respectent le Congo, ils respectent le peuple congolais, ils devront respecter ce que va décider la République démocratique du Congo et ses institutions, et donc son peuple. Donc justement, lorsque vous parlez du respect de la Constitution, et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce que disait Oscar tout à l'heure, lorsqu'on parle de transition sans Kabila, cela voudrait tout simplement démontrer, en tout cas j'imagine, que, comme le disent d'ailleurs certains observateurs, que Kabila étant la cause du problème, il ne peut pas lui-même trouver la solution. Mais quel est le problème? Mais le chaos qui s'est installé, il n'y a pas eu élection. Je vous rappelle qu'en 2015, il n'y a pas eu élection. On avait promis les élections pour les provinciales. Il n'y en a pas eu. En 2016, Kabila devait, bon, pas lui l'individu, mais l'institution devait y avoir élection présidentielle. Ça n'a pas été organisé. Donc, la Constitution n'a pas été respectée. Il y a eu l'accord de Mongalema, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout cela n'ont pas été respectés. C'est-à-dire qu'il y a, bien évidemment, l'accord. Si on vous demande aujourd'hui de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire que jusque-là, aux yeux des observateurs et nationaux et internationaux, cet accord n'a jamais été respecté scrupuleusement. C'est pour cela tout le monde vous rappelle à l'ordre. Donc, il y a ces cocktails provoqués par la majorité au pouvoir, dont Kabila est l'autorité morale, c'est-à-dire il porte la responsabilité et morale, et politique, et historique de tous ces désordres qui s'est installé
au niveau politique, c'est comme ça que les voix s'élèvent pour lui demander de ne pas participer à cette transition qui pourrait advenir, afin qu'on puisse rétablir un ordre nouveau. Que pensez-vous de cela? D'abord, désordre ou chaos, je ne vois pas ça. Les gens, nous sommes dans les médias tous les jours, opposition et majorité, chacun a mis son point de vue. Et le calendrier a été publié, chacun est appelé à préparer ses électeurs. Je vois les meetings annoncés à Sainte-Thérèse, ainsi de suite. Qui a parlé de chaos? Allez annoncer, allez dire à Kagame et à Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de chaos ici. Il y a des institutions qui fonctionnent dans ce pays. Il n'y a pas de chaos. C'est tout le monde qui est en campagne. Je regrette que les autres soient dans une campagne pour préparer la contestation de ces élections, pour aller simplement demander, nous ne savons pas nous faire, la Constitution protège encore Kabila, nous ne savons pas nous les faire partir, amener les armes pour verser les sangs ici. Monsieur Kambere, vous pensez qu'actuellement la RDC c'est un pays normal? Nous avons un président qui est hors mandat, nous avons un parlement qui est hors mandat dans les deux chambres. Nous avons, vous avez appelé hors mandat. Vous le savez, c'est depuis 2016 que Joseph Kabila devait déposer, devait arrêter. Les parlements avec ces deux chambres sont hors mandat. Il y a même les parlements, les assemblées provinciales sont hors mandat. Je suis même tenté de dire, même la Cour constitutionnelle actuelle pose problème. Donc, vous avez l'impression que tout va ici, dans un décor comme ça. Vous pensez que la RDC c'est encore un pays normal? Vous cherchez les chaos, voilà les chaos. Non, il n'y a pas de chaos, parce que cet accord lui-même a reconnu que la Constitution, à la fin de son mandat, le président reste jusqu'à la reprise avec le président élu. Oui, on lui a accordé une année, mais ça a été dépassé, vous le savez. Qui lui a accordé? L'accord. Non, l'accord n'a fait que reprendre l'article 70. C'était jusqu'au 31 décembre. Je dis ceci, l'accord n'a fait que reprendre ce que dit la Constitution à l'article 70. Parce que, maintenant vous parlez de transition. Est-ce qu'il y a transition? Est-ce que nous sommes dans une transition? Nous ne sommes pas dans une transition. J'ai entendu les autres parler de glissement. Oui, justement, pour aller où? C'est ce que j'allais vous dire, vous sommes dans un glissement. Non. C'est l'un ou l'autre. Non, justement. Oui. Non, justement. Alors nous sommes où? Un mandat présidentiel est déterminé par rapport à la mission. Mais maintenant, en cours de mandat, comme pour tout voyage sur la mer ou le fleuve, vous ne savez pas quand vous allez arriver, mais c'est toujours les mêmes voyages. Vous allez appeler le reste d'État s'il a fait un retard en cours de route, appeler le reste de transition ou quoi? C'est le même voyage quand il veut quitter Kinshasa pour aller à Brazza. Si entre-temps les vagues s'amèlent pour embrouiller ce voyage, alors qu'il fait chaque fois 7 minutes, il a fait un peu plus, 30 minutes. On va dire qu'il a fait du voyage. Mais quand c'est entretenu, quand c'est voulu? Mais les circonstances ont été telles que, comme en France par exemple, je vois en 82, François Mitterrand parlait d'un quinquennat de 5 ans. Et nous, donc c'est un mandat qui est un quinquennat de 7 ans. Ça ferait quoi? Monsieur Kambere, tout à l'heure, vous évoquiez le cheminement électoral. Ouais. Il y a les experts de l'OIF qui ont publié vendredi dernier les résultats de l'audit du fichier électoral. Ouais. Alors, au regard de ces résultats, on voit quand même qu'il y a des doutes qui sont sémés dans les chefs des politiciens, parce qu'il y a quand même des contradictions, et ça inquiète l'opposition. Il y a toujours elle qui est toujours inquiète, parce qu'elle n'est pas toujours prête. Toujours elle. Donc, oui, on parle quand même de 16% d'électeurs sans empreinte. Voilà. Pardon? 16% d'électeurs sans empreinte. Mais moi, j'ai bien suivi au moins. Et ça fait au moins 7 millions d'habitants. C'est quand même beaucoup. Je dis, j'ai bien suivi l'intervention du ministre de la Communication au nom du gouvernement, parce que comme institution, vous le savez, les CENSA, qui a l'obligation de faire le suivi du processus. C'est au niveau des CENSA que tout ça doit être discuté. Ce n'est pas à mon niveau. Mais au moins, ce qu'on voit, la participation des électeurs, que ce soit des enrôlés, que ce soit ainsi de suite, qu'il y ait un audit qui établisse ceci ou cela, sans dire que l'impact est réellement grand, pour empêcher à ce que les élections se tiennent. Hein? Vous le savez, ça c'est un pays, c'est encore une fois l'opposition qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas recensement. Moi j'ai lu ces rapports
ce rapport de l'OIF qui se plaint du fait que jusqu'à aujourd'hui, la population congolaise en réalité n'a jamais été recensée. Et ça, c'était encore l'opposition qui a empêché à ce que dans la loi sous le recensement, qu'on enlève que ce soit un préalable avant les élections. Et aujourd'hui, maintenant, les gens se plaignent qu'il y a eu autant de pourcents. Mais quelle est aujourd'hui la densité de la population? On a voulu bien le faire pour être un pays sérieux. Et c'est encore l'opposition qui avait refusé, qui a fait bloc, qui a fait tuer les gens ici. Vous le savez. Mais en tout cas, la conclusion de l'OIF n'a pas été que, parce qu'il y a tel écart par rapport à tel autre, les élections ne peuvent pas se tenir. Les élections ne peuvent pas... En tout cas, ça n'a pas été ça la conclusion. Mais voilà. vous pouvez pas Évidemment, à la majorité, vous minimisez toujours les faits. On ne minimise pas. On voudrait bien aller vers les élections. Et les élections, vous le savez, c'est toujours avec la participation de ceux-là. Parce que c'est aussi la volonté de ceux qui veulent se faire enrôler. Il y a eu des doublons, on a nettoyé tout ça pour qu'à un moment donné, nous allions avec ceux-là qui ont été bien identifiés. C'est cela, je pense. Alors, M. Ferdinand Kambere, il nous reste encore 6 minutes à gérer. Peut-être que chacun de nous va vous poser une question. Nous vous prions d'être peut-être bref. Il faut gérer le temps comme ça. Vous êtes ressortissant du Nord Kivu. Il y a eu des pétitions qui sont en circulation. La province doit être... voilà, donc doit éclater sur base tribale. Alors, vous-même, en tant que ressortissant de la province, qu'est-ce que ça vous fait? Très mal. Très mal, parce que, vous voyez, cette province a souffert des affres de guerre depuis RCD. C'est constitutionnel, en fait. La Constitution, quand on l'a lue avec les lunettes objectives, vous trouvez que la Constitution prévoit qu'un démembrement sur base de la Constitution et sur base de la loi est possible. Ouais. Mais ce qui a été demandé ici, c'est autre chose. On demande à ce que la province du Nord Kivu soit scindée sur base des communautés, des divisions des communautés locales. Là où la même Constitution appelle les partis politiques à concourir au renforcement de l'unité et de la conscience nationale, vous venez, vous, avec une théorie, soi-disant, vous basant sur l'article 4 de la Constitution, pour dire que telle communauté se bat avec telle autre, et donc il faut scinder la province. Non, la Constitution ne le dit pas. Ne le dit pas. Ça serait simplement aggraver la situation, au lieu de promouvoir la cohabitation, au lieu de promouvoir ce que ces peuples-là vivent ensemble, travaillent ensemble. Comme dans tous les cas, encore que, monsieur le journaliste, vous le savez, le Nord Kivu n'est pas habité que par des communautés. Il y a plusieurs autres communautés qui sont dans le Nord Kivu. Et même si on pouvait aussi accepter cette thèse qu'il y a conflit entre des communautés, parce qu'elle n'existe même pas, il y a plutôt instrumentalisation des acteurs politiques de ces communautés, et autour de ça, les gens entretiennent des groupes armés qui vont tantôt tuer dans l'autre, semer des désolations dans l'autre. C'est plutôt ça. Mais ça, ce n'est pas une guerre tribale, ça, ce n'est pas une guerre. Encore que ces groupes armés, comme nous l'avons dit, ont tendance à se présenter comme alimentés par les pays voisins, voilà, qui définissent leur stabilité par l'instabilité à l'Est. Ma dernière question, au sein du PPRD, le parti présidentiel, ou encore plus largement au sein de la majorité présidentielle, quel est votre objectif, votre souhait? Aller finalement aux élections avec votre candidat, c'est cela? Le souhait le plus légitime pour un parti politique, tout parti politique, la définition est il y a des siècles. Hein, un parti politique est là pour se battre, pour conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas ma question. Ouais. Votre souhait, le PPRD, aller aux élections avec le président Kabila, c'est ça le souhait? Nous irons aux élections avec un candidat que nous jugerons qu'il est à même, de poursuivre la vision, commencée par le président Kabila, et qui peut gagner les élections parce que
nous devons conserver pour amener le bonheur promis au peuple, le bien-être promis au peuple, et il faut que cette vision continue. Voilà, ces élections de 2011, M. Kambere, et même de 2011, vous les avez gagnées avec le concours des alliés. Et parmi ces alliés, il y a le PALU qui aujourd'hui vous demande, vous de la majorité, de soutenir son candidat. Vous êtes prêt à honorer vos engagements? Quel est son candidat? Ben jusqu'à-là, bon, le PALU, en tout cas, il ne nous a pas encore présenté ses candidats, ni si telle demande formelle, les mais c'est des débats entre partis politiques et alliés. Les discussions sont toujours permanentes et au mieux pour les intérêts des uns et des autres. Monsieur Kambere, je vais terminer justement par vous poser la question sur votre bilan PPRD et la majorité. Parce qu'en principe, à ce moment, on devait passer notre temps à faire un débat sur votre bilan, le bilan du chef de l'État Kabila et sa famille politique. Mais à cause de vos subterfuges, vous avez créé un juridisme que d'aucuns ne maîtrisent. Nous sommes dans un débat, je dirais, un peu farfelu. Alors, revenons dans ce qui est essentiel. Kabila a eu des mandats. Le premier mandat avait comme slogan le 5 chantiers. Le deuxième mandat, c'est avec la révolution de la modernité. Vous avez été ministre en 2008, et Mosito 1, ministre de l'Emploi. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui, comme représentant de la majorité, combien d'emplois avez-vous créé en 2008 et à l'horizon 2030, vous avez pensé créer combien d'emplois pour les jeunes? Et enfin, dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer de Joseph Kabila après avoir démontré les limites de 5 chantiers et de la révolution de la modernité? Vous voyez, vous me mettez sur un piste où, lorsque je vais commencer à décliner les bilans ici, tous les opposants vont fuir parce que personne n'a un tel bilan. Le temps de bilan viendra, parce qu'on va dire que j'ai commencé la campagne. Le temps de bilan viendra. Non, le bilan, ce n'est pas la campagne. C'est un exercice normal. Oui, lorsque il y aura un temps pour faire la campagne, nous allons décliner les bilans. Ces bilans-là que vous avez déclinés sur 2 programmes, 5 chantiers, la révolution de la modernité. Parce que c'est temps. Il y aura toute une émission. Peut-être par rapport à ça, vous aurez bien peut-être le plaisir de nous l'accorder. Nous reviendrons sur ça. Voilà. Mais sur le plan des questions pour lesquelles on était appelés, les questions d'actualité, nous avons aussi un bilan. Kabila a aussi supporté toutes les velléités qui ont failli nous faire amener au temps de la guerre. Vous le savez, après CNDP s'est battu. Et CNDP, M23, on s'est encore battu avec le concours de tous les peuples. Vous le savez, contre la balkanisation, c'était les mamans qui ont assiégé les ambassades ici, ambassade d'Amérique, ambassade. Et si le discours que nous avons suivi depuis hier continue, on va encore voir les riz de Kinshasa se mobiliser pour aller vers ces ambassades qui croient que la RDC doit être gérée à partir de l'extérieur et non par les lois de la République et non par la Constitution de la République. Alors nous terminons. Donc il y a un mandat vraiment par rapport à la démocratie, on doit toujours continuer à protéger cette démocratie. Alors nous terminons par cette petite question. Il y a l'opposition qui est à la recherche d'un candidat unique pour affronter le candidat de la majorité. Cela est assorti de la dernière rencontre entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Est-ce que ces candidats vous font peur? Pas du tout. Pas du tout. On regrette simplement de l'irresponsabilité politique parce que c'est de ça. Il y a eu la déclaration de New York du 25 mai, signée entre les deux. Mais cette signature vient quand? Quand Katumbi venait de signer aussi au Rwanda d'autres accords secrets, nous ne savons pas quoi. Et c'est comme ça que vous voyez le président rwandais, même sans convoquer la plénière de l'UA. Il va chez Macron et puis on veut comme ça inclure dans un plan toujours louche contre nous. Qui veut traiter ça, moi, il est contre moi. Il parle de la RDC, c'est de ça. C'est ce complot-là, où maintenant, ils se font leur propre interprétation sur les élections, sur les conditions d'éligibilité, sans tenir compte et de la CENI et de la Constitution. Et ils demandent à nous de respecter la Constitution. Non, la Constitution va s'interpréter par nos cours et tribunaux, la Constitution va s'interpréter par nos us et coutumes
en RDC et pas à l'extérieur. Donc nous dénonçons plutôt ces comportements et tous ceux-là qui sont en train de vouloir prêcher ça ou prophétiser pour les chaos, comme j'ai suivi l'abbé Chollet, j'ai suivi dans la déclaration, tout le monde vouloir revenir dans ça, et directement, comment, un jour après que l'abbé Chollet parlait, que la déclaration de New York a été signée le 25, c'est Macron qui promet la guerre à la RDC. Alors, le pays se dit non, peuple congolais, mettez-vous debout. C'est votre pays, il ne faut pas qu'on vous les ravisse. C'est notre Congo. Voilà. Vous faites un peuple affamé. Merci, merci, merci Jean-Claude, merci Anita. Voilà, nous vous disons vraiment merci. Chers téléspectateurs, peut-être qu'on n'a pas posé toutes les questions que vous auriez voulu qu'on pose à M. Ferdinand Kambere, qui est au cadre du parti présidentiel. En fait, lui détient toutes les ficelles de la politique de ces partis. Évidemment, on n'a pas posé toutes les questions. On y reviendra prochainement, si vous le voulez bien. Alors, merci à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision, de Digital Congo et de Télé 50 et de la radio-télévision nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.